à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette journée genre et espace public de loisirs. Moi, je suis Anne-Laure Carlier, je suis chargée de mission égalité femmes-hommes à la métropole. Donc, je vais dire quelques mots d'introduction avec Perrine Pollen, qui est l'animatrice du Centre ressources métropolitain GUSP, gestion urbaine et sociale de proximité. Effectivement, cette journée, elle est co-organisée en partie par ces deux centres ressources métropolitains, égalité femmes-hommes et GUSP, à partir de préoccupations qui ont émergé des deux côtés et qui du coup se sont rejointes progressivement. La Maison pour l'égalité femmes-hommes, je vais dire quelques mots sur son rôle au niveau de la métropole. Donc c'est un centre ressources pour tous les acteurs et les actrices du territoire qui peuvent y trouver des outils pour animer leurs projets, qui peuvent y trouver un accompagnement pour monter leurs projets, les concevoir et les réaliser. C'est aussi un lieu de sensibilisation et d'échange avec des ateliers qui sont organisés régulièrement sur des questions d'égalité femmes-hommes dans des champs assez variés. Et puis c'est aussi un lieu de valorisation de l'existant en matière d'initiative sur le territoire de la métropole sur l'égalité femmes-hommes. Je te passe la parole. Alors, le centre de ressources GUSP, quant à lui, donc, il s'intéresse vraiment à la question de l'amélioration collective du cadre de vie. C'est un peu notre axe de travail et sur lequel on travaille en continu. Et donc, le centre de ressources, en fait, c'est un réseau d'acteurs beaucoup de la métropole grenobloise, mais aussi d'ailleurs, qui est avec des habitants, des élus, des associations, des agents de collectivités locales, des bailleurs sociaux qui s'intègrent dans ce réseau et qui ont pour objectif en fait d'échanger vraiment sur les problématiques de cadre de vie du quotidien et d'essayer de créer un petit peu d'intelligence collective autour de ça. Voilà. Je rentre pas dans le détail, mais si vous souhaitez en savoir plus, y compris pour la Maison de l'égalité et le centre de ressources, on dispose chacun de nous d'un site internet et puis on est aussi dispo si vous souhaitez en savoir plus sur nos deux réseaux. Et je rebondis du coup sur la question de l'animation de réseau, parce que ça c'est quelque chose qui est commun à nos deux centres ressources, cette fonction d'animation de réseau d'acteurs et d'actrices. Pour la Maison pour l'égalité femmes-hommes, c'est l'animation principalement du réseau des collectivités de la métropole qui sont engagées pour l'égalité femmes-hommes, auquel participe aussi l'État et le conseil départemental. C'est aussi des rencontres annuelles, des rencontres égalité, où on essaye de mobiliser un petit peu plus largement toutes les personnes qui travaillent sur les questions d'égalité femmes-hommes, pour qu'elles se connaissent et se rencontrent. Et on a dans nos animations de réseau un enjeu qui est commun aussi aux deux centres ressources, c'est celui de sortir de l'entre-soi. De ne pas être uniquement dans des cercles de personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui savent de quoi elles parlent et qui quelque part ne sortent plus tellement des sentiers battus, et de s'ouvrir aussi à d'autres regards professionnels qui peuvent nous permettre d'enrichir du coup nos pratiques. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à travailler sur la question de genre à l'espace public, qui a abouti l'année dernière, en mai 2017, à une première après-midi d'échange sur cette question, où on a croisé ces deux réseaux. Il y avait également une centaine de personnes qui étaient présentes. Chris Blash et Pascal Lapalu étaient venus nous faire un petit temps de conférence. On avait eu des temps d'ateliers, de retour d'expérience du territoire. À l'issue de cette première rencontre, on a senti dans nos réseaux respectifs l'envie et le besoin aussi de poursuivre et d'approfondir sur certains champs. Et notamment en discutant sur la question des espaces de loisirs, d'où la conception de cette journée. Et donc, dans notre objectif d'animation réseau, en fait, on n'est pas positionnement, on n'est pas producteur d'événements. C'est-à-dire que cette journée-là, c'est pas nous qui l'avons décrétée comme ça. Donc, elle se base sur les besoins qu'elle leur évoquait. Elle se base aussi à partir d'un petit collectif qu'on a ouvert finalement l'année dernière à l'occasion de la première rencontre. Et ce petit collectif, on tenait à souligner, il y a une dizaine de personnes qui sont dans la salle et qui ont été animateurs et co-animateurs, notamment des visites de site du matin. Et donc tous ces gens-là sont à l'origine de cette journée-là. Donc
Donc déjà, on voulait le dire et les remercier pour ça. Il y avait des collègues de la métro, Anne-Laure, Aminata, Simon, des collègues de la ville de Pont-de-Claix, qui avait donc Céline, Amandine, une collègue de Grenoble, Cécile, qui a bien contribué aussi à l'organisation et puis à penser un peu cette journée, une collègue de Saint-Martin-d'Hère-Claire, Lucie et Alia de la Maison de l'Égalité, et puis aussi l'association Les Féroces Géraldine, qui a aussi contribué à nous donner son regard sur l'organisation de cette journée. Voilà, donc cette journée, elle vous est proposée dans ce cadre-là, et c'est ce collectif-là qui la porte. Maintenant, sur comment ça va se passer cet après-midi, on a prévu un premier temps de conférence par Yves Révaux, qui nous a rejoint par tous les moyens possibles, malgré les grèves des contrôleurs aériens. Merci Yves d'avoir passé la nuit dans le car. Donc Yves va nous faire un petit temps de conférence de mise en perspective d'à peu près 40 minutes. C'est volontairement que on s'est dit qu'on le faisait après les visites de site. Alors ça peut avoir dérangé certains, peut-être qu'ils auraient eu envie d'avoir d'abord une mise à niveau en commun, puis ensuite aller travailler sur le terrain. On a fait le pari que ce serait aussi intéressant de commencer par réfléchir sur les sites, puis de reprendre un petit peu de champ avec une mise en perspective de la part d'un chercheur. Bon voilà, on cherche, et puis de toute façon, on n'a pas fini de chercher parce que nos réflexions ne vont pas s'arrêter à la fin de cet après-midi. Donc ce premier temps de conférence, une quarantaine de minutes. Ensuite, on aura un petit temps d'échange avec la salle sur ce que Yves aura pu nous apporter. Et ensuite, en fait, ce qu'on a prévu, c'est qu'on est, après le petit temps d'échange avec la salle suite à la conférence, une table ronde où on va demander aux personnes qui étaient porteurs des projets sur les différents sites de la matinée de nous faire un petit retour de ce qu'ils en ont tiré, où ils en sont de leur réflexion, où ils en étaient déjà avant ce matin et où ils en sont maintenant, qu'il y a eu un petit peu de choses qui leur ont été apportées. Voilà, je pense que c'est tout bon. Donc je vais juste dire un petit mot pour introduire Yves, donc Yves Révaux, qui est donc spécialiste de la géographie du genre, maître de conférence à l'université de Bordeaux, Montaigne. Yves, tu es déjà venu plusieurs fois sur le territoire de la métropole. Notamment, tu es intervenu dans le cadre du Conseil de développement sur une démarche genre et engagement démocratique qui avait été lancée il y a quelques années maintenant. Tu interviens aussi auprès d'étudiants de l'IUT2, carrière sociale. Je t'avais déjà croisé dans ces cadres-là, donc sur les questions de genre et jeunesse. Et puis tu es auteur de nombreux articles sur ces questions-là, notamment des articles qui seront référencés dans une bibliographie qu'on vous transmettra à l'issue de la journée. Vous pourrez donc y avoir accès. Et puis d'un petit livre que j'ai par là, qui s'appelle La ville faite par et pour les hommes. Voilà. Qui se lit très vite, hein. C'est 70 pages, mais l'essentiel y est pour amorcer les réflexions sur ces questions de genre et d'espace public. Donc voilà, je te remercie encore d'avoir accepté notre invitation, et puis je te passe la parole. Merci beaucoup. C'est venu il y a une quinzaine d'années quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets sur la ville en me disant finalement il y a peut-être une place pour les hommes dans cette recherche, et notamment la place que j'ai trouvée c'était de réfléchir justement sur les masculinités, les études masculines, comment nous faisons nous les garçons pour être toujours sur la place publique plus visible que les femmes, pour faire simple, hein, et comment on nous donne cette possibilité de l'être. Et du coup c'était une manière aussi d'avoir un engagement pour une société. Moi je viens de l'éducation populaire, plus mixte, plus partageuse, plus agréable, plus mélangée, hein, et non pas où chacun est dans des espaces séparés, c'est pas très agréable non plus pour une partie des hommes qui se reconnaissent pas finalement dans ces milieux virils et qui aiment aussi s'occuper des enfants, chanter dans une chorale et faire toutes sortes d'activités avec les autres, hein. Donc ça fait partie, oui, des choses qui me paraissent des modèles de société qui sont trop oubliés. Et donc l'idée c'était de travailler effectivement sur voir comment ça marchait cette ville qui se reproduit et qui est faite par et pour les hommes. Et comme aujourd'hui on travaillait plutôt en partant
des questions d'éducation, de loisirs dans la ville, eh bien j'ai appelé ça de l'emprise inégale des filles et des garçons sur l'espace, de la récréation au quartier et ses conséquences sur les configurations des villes. Et donc, comme tout commence dans la cour de récréation, comme vous le savez, voilà déjà d'abord une petite vignette sur les travaux, donc 15 ans, une quinzaine d'années de travaux sur la communauté urbaine de Bordeaux, Toulouse, Angers, Genève, Bordeaux sur le sport, l'usage de la ville par le genre, avec notamment Edith Parmejoul, c'est que vous ferez certainement venir un jour, je pense, qui est vraiment devenue la grande spécialiste de la cour de la récréation et des loisirs des jeunes, dont j'ai eu la chance de diriger la thèse. Et puis également d'autres dont peut-être vous avez entendu parler, Arnaud Alessandrin sur la géographie des homophobies, etc., etc. Et puis d'autres encore. On travaille aussi avec Jean Réville, que vous connaissez peut-être, Chris Blache et Pascal Lapalu. Et donc tout le monde, à sa manière, apporte sa petite brique à l'ensemble. Si vous allez par exemple à la piscine, quand vous avez un monsieur qui fait son crawl tout droit, eh bien vous avez tendance plutôt à l'éviter, parce que sinon vous faites assommer sur place. Eh bien c'est pareil aussi sur le trottoir, quand on a, ou bien sur un chemin étroit de montagne, on sait que bien si un homme est dans ses pensées ou qui discute, et voilà, il va tout droit, eh bien on va esquiver. Et nous, hommes, eh bien, on a plutôt appris à affronter et à percuter. Après, on invente ce qu'on appelle la naturalisation des rôles sexuels. On va dire, oui, c'est des enfants, oui, c'est plein de choses, c'est la testostérone, c'est tout ce qu'on veut. Bien quand c'est pas la testostérone, à ce moment-là, c'est les origines culturelles. Mais dans la réalité, concrètement, et c'est ça peut-être que nous pouvons montrer grâce à la géographie, c'est que si on supprime le terrain, et bien à ce moment-là, la cour change complètement. Et si on remplace ce terrain de foot par une grande malle avec des cônes de chantier, des claviers de machine à écrire, des tuyaux dans lesquels on peut se parler, des matelas de mousse, des cartons, des fauteuils roulants, etc., eh bien on voit immédiatement des coopérations. Ah oui, je bouge tout le temps. On voit immédiatement, en changeant les jeux, eh bien des coopérations se mettre en place. On voit dans des petits films un grand garçon qui pousse une petite fille dans un fauteuil roulant et après il change en rigolant très fort, ou bien 4 enfants qui amusent en se coopérant à se tirer sur des cartons ou qui se parlent à travers des tuyaux. Et on est tout étonné que spontanément autour de ces jeux, des coopérations âge et sexe se mettent en place, tout naturellement, ce qui prouve bien que ce sont les dispositifs qui créent finalement cette organisation sociale et non pas les dispositifs, les cultures ou les stéréotypes qui ont été inculqués aux enfants. On le voit aussi, par exemple, Baptiste Bespatin, qui est un jeune collègue qui va bientôt passer une très belle thèse sur les centres de loisirs, montre que dans les temps libres du centre de loisirs ou des colonies de vacances, eh bien, il observe 4 filles qui jouent au ballon avec des règles, elles s'inventent des règles, elles se passent au pied, elles jouent au ballon au pied, et dès que la fin du temps libre sonne, on leur propose une activité, elles vont choisir danse ou art plastique et pas foot ou basket, alors qu'elles ont joué pendant 1 heure au ballon au pied. De même, elle observe des petits garçons qui se costument avec une malle et puis rient très fort parce qu'ils essayent des robes et tout, mais un peu en secret. Donc lui dit, avec d'autres chercheurs, donc effectivement les enfants naturellement sont curieux, ils ont de l'appétit pour la mixité, le mélange, et qu'ils traversent, ils ont envie de traverser ces frontières de genre. Ce que remarquaient aussi des enseignants qui remarquaient dans les jouets de la classe, quand les jouets sont mélangés, ou même quand les jouets sont d'un côté jouets garçons et filles en maternelle, ils voient des garçons qui n'ont pas de poupées, de cuisine, choses comme ça, se précipiter sur ces jouets à l'école parce qu'ils ont envie de jouer à ces jouets. Et là, on voit bien, à l'inverse, à quel point ce qu'on attribue aux enfants, mais c'est un mécanisme habituel, eh bien, c'est la proposition qu'on leur fait qui construit cette matérialité. Le dispositif s'appelle la boîte à jouets et c'est très efficace. Alors maintenant, effectivement, ce terrain de foot au centre de la cour de récréation, eh bien, on commence à en prendre conscience. Donc de plus en plus d'enseignants, Edith Parmejoul, ça fait un travail très très fin là-dessus pendant des années avec une école de Mont-de-Marsan, et un peu partout en Europe, alors les Suédois sont toujours en avance sur nous bien sûr, eh bien on a supprimé le terrain de foot, ou bien on fait 2 jours sans ballon, enfin il y a quand même une prise de conscience. Mais dans la plupart des nouveaux quartiers de France et d'Europe, comme les architectes ne sont pas au courant de ça, ils ne connaissent pas cette histoire-là, mais ils continuent à mettre des terrains de foot au milieu de la cour de récréation, et c'est comme ça que se reproduisent les choses. Alors c'est intéressant dans le petit documentaire, c'est que les enfants sont extrêmement conscients, si on les interroge, des rapports de domination. Donc ça c'est toujours, mais il faut les interroger pour ça, beaucoup plus que nous, parce qu'ils le vivent de façon quotidienne. Alors cette centralité du terrain dans la cour de récréation, eh bien, on le retrouve dans la ville. Donc là aussi, partout dans la ville, on voit ces skateparks, ces city-stades. On peut avoir
des city-stades où sont les garçons plutôt la peau noire, des terrains de basket où c'est plutôt des garçons à la peau noire, des terrains de foot où c'est plutôt des garçons à la peau foncée, des skateparks où c'est plutôt des garçons à la peau blanche. Donc là, je n'ai pas posé la question à Bifurc, à savoir si, parce que c'est quelque chose qui est encore plus incorrect que de compter les filles, c'est de compter effectivement, de supposer qu'il peut y avoir une ségrégation dans les activités par la couleur de la peau. Certes, les filles sont plus nombreuses dans les salles de danse, mais elles sont mal financées, peu nombreuses, etc. Et elles sont, certes, elles sont à égalité à la médiathèque, même s'il y a un quartier garçon du côté où on leur a mis des ordinateurs parce que les garçons ne veulent plus lire, donc pour qu'ils viennent quand même à la médiathèque, les filles disent davantage. Certes, elles sont aussi, il y a de la mixité à l'école de musique, mais si on fait au total toutes les activités, eh bien on va retrouver, par l'effet du sport, par le fait des musiques actuelles, tous les moyens qui sont donnés aux garçons, énormément de moyens aux garçons. Alors, deuxième élément, les filles décrochent massivement de ces loisirs à partir de la 6e. Donc, elles sont globalement à égalité avec les garçons dans les centres de loisirs, dans les accueils périscolaires, dans les TAP, etc. Et puis, à partir de la fin du CM2, ça commence à se décrocher. Et à partir de la 6e, on considère que les enfants sont assez grands pour être autonomes dans leurs activités. Et comme les filles sont assez grandes, on ne les accompagne pas. Et comme on ne les accompagne pas, eh bien, on leur recommande de ne pas aller à leur basket le soir tard, parce que c'est dangereux pour elles. Et on voit petit à petit s'effriter la présence des filles et un véritable décrochage du monde des loisirs à partir de la 6e, avec des mécanismes que je vous décrirai juste un petit peu plus loin. À l'inverse, la préoccupation centrale de notre société, c'est de s'occuper des jeunes, notamment des jeunes qui font des bêtises, qui brûlent des voitures, des jeunes qui sont violents, et qui sont massivement des garçons. Il faut se rappeler quand même les chiffres. 90% de la population pénitentiaire, c'est des garçons. 90% des actes qui passent en tribunal, ce sont des hommes. Le seul domaine où les femmes arrivent à 25% de délinquance, c'est tout ce qui peut être grivellerie, chèque en bois, voile de carte bleue, etc. Là, elles arrivent à 25%, c'est-à-dire 4 fois moins que les autres, mais tous les restes, c'est des hommes. Donc la totalité du budget de la justice, ce sont les hommes. Vous pouvez penser au ministère des Armées, le ministère des Sports aussi, mais vous voyez à quel point ça coûte cher le masculin. Et donc là, comme ces hommes sont violents, etc., on leur donne des terrains de sport pour canaliser leur violence. Oui. Oui, je voulais dire sur la public en détention. Moi, du coup, je travaille sur l'enseignement en prison et en fait, la population féminine, ils disent environ 5% de la population globale, et par contre, pour des faits très graves, beaucoup plus graves chez la femme. Assassinat des enfants, meurtres. Voilà, c'est toujours intéressant de travailler sur la violence féminine, mais il faut acter d'abord qu'elle est 20 fois moins importante que la violence féminine. De même que pour le travail qu'a fait Sylvie Héral sur le collège, 80% des élèves punis sont des garçons. Voilà, donc on peut dire que les filles, elles sont sournoises, qu'elles ne se font pas prendre, mais c'est quand même eux qui sont punis. Et effectivement, Sylvie Héral montre comment le fait d'être puni, c'est un rite de virilité qui permet de faire valoir, de ne pas passer pour un bouffon, un intello, un PD, etc. Et donc à quel point finalement cette culture de la rébellion, ça fait partie aussi de la construction du masculin, et n'est pas un truc qui vient spontanément de la testostérone, tout ce qu'on veut, mais bien d'une prescription sociale. Un bon garçon, soit une personne qui se rebelle, on a très très peur d'avoir des garçons efféminés, donc on donne tous les moyens pour que ces garçons soient virils et dominants. Et donc on leur construit des rock schools, des scènes de musique actuelles, des terrains de sport où ils peuvent se confronter. Skatepark, c'est quand même assez dangereux, donc ce qui caractérise vraiment ces loisirs masculins, c'est le muscle et le risque. Donc quand vous voyez une nouvelle activité apparaître, dans la ville par exemple, le parcours ou le workout, vous verrez, c'est le muscle et le risque, c'est-à-dire même pas peur, même pas mal, la fracture, l'accident. Encore une statistique, 75% des accidents du travail, de la vie domestique, des accidents de la vie domestique sont maintenant des accidents de sport, puisqu'on ne s'électrocute plus dans les prises, qu'on ne se brûle plus sur les plaques, tout ça c'est réglé, et donc c'est des accidents de sport. Et donc ça coûte à peu près 400 millions d'euros par an, dont 320 millions est consacré aux accidents de sport des hommes. Donc c'est aussi le coût du masculin, donc il y a des trucs très intéressants à voir sur ce coût du masculin. Et donc là, on met toujours plus de moyens, toujours plus d'équipements pour suivre ces garçons qui sont créatifs, intéressants, rebelles, dans ce mode de fonctionnement. Alors également, un élément important, c'est que quand on est sur un skatepark, un city-stade ou dans le rock, il ne s'agit pas d'être efféminé ou de montrer, surtout quand on est adolescent ou jeune, donc ça valorise effectivement le modèle du garçon viril et dominant qu'on retrouve. Alors,
Effectivement, dans le rock, il y a eu des périodes androgynes, mais il y en a peut-être moins maintenant. Hein. Il y a quelques rappeurs qui se disent féministes, mais l'énorme masse de ce qu'écoutent nos enfants, c'est du rap viril et violent. Enfin, je veux dire, c'est très marqué massivement, hein, même s'il y a des exceptions, parce qu'on a toujours envie qu'il y ait des exceptions aussi. Hein, mais voilà. Alors, ça, c'est les travaux d'Edith pendant sa thèse, Edith Marvejols. Hein. Donc là, on voit bien le décrochage des filles dans les espaces jeunesse. Elles sont... je suis sorti du champ, voilà. Alors, non, mais c'est pas grave. Donc voilà, le mercredi, en accueil de loisirs, on a un petit peu moins de filles. Hein, elles commencent à décrocher en CM2. Et puis à la maison de jeunes, on va trouver plus que 34% des filles. Pareil. Et alors après, si on analyse eh bien, ces 34% des filles, eh bien, on voit que les filles viennent pour une activité danse, une activité centre initiative jeunesse ou des réunions. Donc elles viennent, elles repartent. Et que le reste du temps, les garçons en temps de présence, eh bien, restent longtemps. Ce sont eux qui sont sur des écrans informatiques, sur le baby-foot, quand ça existe encore, autrefois c'était le baby-foot, mais qui font de la présence également autour de l'MJC. Et donc ces lieux, eh bien, vraiment, ils les accaparent. Et donc on a une profession, l'animation socioculturelle, qui, pour la majeure partie, en dehors de ce qui est animation loisirs périscolaire, eh bien, s'occupe des garçons. Les animateurs socioculturels, les animatrices socioculturelles sont des travailleurs sociaux qui s'occupent des garçons. Comme d'ailleurs les éducateurs spécialisés, les éducatrices spécialisées, puisque effectivement les éducateurs spécialisés s'occupent des jeunes en difficulté, qui sont dangereux pour eux-mêmes. Donc il y a dans toutes les statistiques d'éducation spécialisée un quart, un tiers de filles, hein, qui sont souvent d'ailleurs pris en charge, souvent par des éducatrices pour des problèmes de leur propre santé, et puis le reste, eh bien, c'est des éduques qui quadrillent la ville pour essayer de voir où sont ces garçons qui perturbent. Hein. Donc on a tout un appareil comme ça de prise en charge des garçons, qu'on retrouve aussi à l'école, puisque les classes relais, les classes de rattrapage sont peuplées aussi massivement de garçons, parce que vous savez que les garçons, ils travaillent moins bien à l'école que les filles, les pauvres, et alors du coup, au risque de se faire écraser, ce qui est en train de se passer maintenant, eh bien, il faut les aider, hein. Il faut sauver les garçons pour les empêcher de décrocher, voilà. Et donc, on leur donne encore plus de moyens à l'école, de même que pour les vacances, eh bien, au fur et à mesure que les mairies ont vendu leurs vacances parce que c'était trop cher, parce qu'il y avait de l'amiante, parce que il n'y a plus les moyens de l'entretenir, et on l'a remplacé par des dispositifs hein, pour les jeunes qui vivent les vacances, qui a fait que pendant 30 ans, les garçons sont partis massivement en vacances, à la plage, à la montagne, puisqu'il s'agissait, dans le cadre de la prévention de la délinquance, d'éviter des étés chauds. Et donc, grâce à ça, les filles ont pu rester chez elles et les garçons ont pu partir à la plage. Alors, je caricature un petit peu, mais si vous voulez, grosso modo, ça s'appuie sur des chiffres constants, massifs, pour montrer à quel point on s'occupe beaucoup des garçons. Alors, les filles, elles disparaissent des vacances scolaires à 13-14 ans, hein, et encore plus quand il y a de l'hébergement. Donc là aussi, actuellement, les familles, eh bien, une réticence à envoyer leurs filles en vacances, hein, parce qu'il y a aussi une sensibilité plus grande, et on a raison aussi, un tabou se lève sur les questions d'agression sexuelle chez mineurs. Hein. On sait que les études les plus récentes sur le viol, eh bien, 100 000 viols par an en France, 60 000 viols sur moins de 18 ans, mineurs de moins de 18 ans. Donc les gens commencent à le savoir. Les gens à qui on faisait confiance pour envoyer les enfants en vacances avant, les instituteurs ou les curés, eh bien, finalement, sont révélés souvent des niches pour la pédophilie. Hein. Et donc, il y a aussi toute cette inquiétude hein, qui est diffusée largement et qui fait que c'est une peur qui s'installe et qui fait que les filles eh bien, partent moins qu'avant hein, et elles sortent moins le soir, etc. Alors, qu'en pense-t-il de cette ségrégation et ce décrochage des filles? Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'à partir de la 6e, il y a une loi des reins qui s'installe, hein, et le moteur c'est le sport, comme quoi on ne pourrait pas faire jouer les filles et les garçons ensemble. On a bien vu dans la cour de récréation que c'était possible, on l'a bien vu du temps des éclaireuses, éclaireurs de France, des Francas, des CMA, que c'était possible de faire des colos mixtes, et qui dit séparation, dit évidemment hiérarchisation, puisque effectivement on va valoriser hein, les cultures qui sont nobles, intéressantes socialement, le rock, c'est expressif, le rap aussi, c'est l'expression des jeunes des quartiers, le skate, les cultures urbaines, hein, la danse, le poney, ridicule, ringard, démodé, hein, donc voilà. Et donc voilà un peu les réactions à les entretiens, les quelques centaines d'entretiens qu'on a pu mener avec des responsables, on leur demandait comment expliquez-vous que 75% des budgets aillent aux garçons, hein, voilà, au fond. Voilà le genre de choses. Alors les filles, elles sont plus mûres, hein, elles savent s'occuper, elles réussissent mieux à l'école, elles peuvent faire rester chez elles. Donc comme elles réussissent mieux à l'école, elles ont moins besoin de loisirs, hein, c'est normal. Hein, voilà.
Edith Marujo nous dit que le loisir des filles, c'est l'accompagnement scolaire, comment ça s'appelle, l'aide aux devoirs. Voilà. Il dit le loisir des filles au centre social, c'est l'aide aux devoirs. Voilà. Le sport, le rock, le hip-hop, le graphe, le skate, important. Expressif, valeur sociale positive, hein, c'est un peu rebelle, c'est aussi la créativité. Hein, la gym, la danse classique ou le jazz, la chorale, le touring bâton, le poney, peu important, ringard, ridicule, associé à des stéréotypes sexistes. Alors là, par contre, on voit le sexisme, on voit le stéréotype de genre, on ne le voit pas dans les cultures urbaines, par contre, mais on le verra chez les filles si elles font des majorettes ou de la danse, où on va dire, bah, me dit une élue féministe, elle me dit, moi je préfère les filles qui font du foot ou du rugby, ou bien parce que ça, c'est alors que la danse, c'est gnangnan, le touring bâton. Et quant au poney, j'avais une collègue qui était venue à une conférence, qui est venue me voir après en me disant, ah, tu peux pas savoir, ça me fait plaisir, c'est la première fois que dans une conférence, on parle du poney. Et le poney, ça avait été sa vie, son enfance, son bonheur. Et elle n'osait pas le dire parce que tout le monde disait, ah, tu fais du poney, c'est ridicule. Voilà, donc voilà. Et en fait, l'équitation concerne 800 000 licenciés en France, dont 700 000 filles. Hein. Mais l'équitation, non seulement elle n'est pas subventionnée, mais elle est passée à la TVA il y a 4 ans, hein, la même année où l'euro de football était exonéré de TVA. Vous voyez, donc le genre se met partout. Mais si vous regardez bien, chaque fois qu'il y a une activité pour les filles, ben, c'est rarement subventionné, ou quelquefois c'est même taxé. Hein, et en tout cas, c'est très difficile à défendre des budgets pour les activités féminines. Et on dit, mais non, les filles, il ne faut pas qu'elles soient entre soi dans ces activités danse où elles se construisent des stéréotypes, il faudrait qu'elles soient mélangées. Mais les garçons ne veulent pas se mélanger avec elles, hein, et puis de toute manière, on fait tout pour qu'elles ne se mélangent pas avec elles. Donc on a effectivement cette chose qui s'accommode bien d'une vision égalité femmes-hommes traditionnelle, voire féministe, la fille sportive et rebelle, modèle positif, le garçon danseur ou choriste, modèle négatif et féminin. Alors qu'est-ce qu'elles en pensent, elles? Des choses très simples, hein, et puis on a encore des pages et des pages. Ma mère ne veut pas que j'aille le soir au gymnase, elle dit que maintenant que je suis grande, c'est pas prudent. Hein. Voilà, donc là, on constate, sans réfléchir, l'insécurité dans la rue, hein, le fait que les petites filles, à partir de la puberté, elles sont en état de danger dans la ville. Hein. Comme disait une petite fille, elle dit avant je jouais en bas dans la cour, mais maintenant que j'ai des formes, je ne peux plus y aller. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, hein, qu'on peut retrouver dans qui a la loi, hein, finalement, du danger de la ville, hein, danger et peur du viol, hein, dans la ville, qui effectivement font que les parents sont inquiets pour leurs filles. Hein. Avant, j'allais aux vacances de la MJC, j'aime bien le sport, mais j'ai arrêté parce que j'étais toute seule. Donc là aussi, bien, on en a parlé ce matin. Effectivement, si on ne sait pas à l'avance qu'il y a d'autres filles et qu'on se retrouve toute seule, c'est très difficile d'être toute seule dans un groupe de garçons qui va être en compétition. Une petite fille raconte, elle aimait bien le vélo, elle est partie à des vacances de la MJC en VTT, puis les garçons ont tiré la bourre avec le moniteur devant, elle est tombée, elle a pleuré, et le moniteur lui a dit, bon, ben, vaut mieux que tu rentres chez toi parce que tu n'as pas de niveau. Voilà, donc c'est 1001 exemples comme ça, de décrochage, où là, c'est pas simplement le fait que les filles n'ont pas une éducation, c'est aussi que les groupes de garçons ne cherchent pas à avoir, ce qu'on retrouvera d'ailleurs quand je vous parlerai des études sur le sport. Dans les études sur le sport, les femmes, si on leur pose la question, est-ce que vous aimeriez faire du sport mixte, elles sont majoritaires à dire qu'elles aimeraient faire du sport mixte. Et quand on demande aux hommes, est-ce que vous aimeriez faire du sport mixte, ils sont une énorme majorité à dire non, qu'ils n'aimeraient pas faire du sport mixte. Donc il faut bien avoir dans cette tête que c'est bien le monde des hommes qui ne veut pas la mixité, hein, c'est pas le monde des femmes. Alors je faisais du twirling, c'était super, le twirling bâton majorette, hein, mais avec des formes élaborées, etc. Je n'osais pas le dire, il y en a un qui l'a su, il n'arrêtait pas de m'embêter avec ça. Hein. Donc comme si le twirling bâton, c'était plus ridicule de faire tourner un bâton au-dessus de sa tête que de faire des toupies de hip-hop. Hein. Mais dans un cas, c'est culturel, etc. Dans l'autre cas, c'est ringard démodé. Et donc là, on voit bien aussi à quel point cette valence différentielle, dirait Françoise Héritier, des activités est importante. Donc ces inégalités budgétaires se retrouvent dans la pratique du sport à l'âge adulte. Hein, donc je vous laisse lire. Donc là, on a analysé dans les études à Bordeaux, à Genève. Donc vous pouvez trouver cette étude en ligne, elle est sur le site de la ville de Genève. Donc on a fait le budget genré du sport à Genève, et puis ensuite on a fait une enquête en ligne, et puis des groupes focus, animés par une sociologue bordelaise, Licia Franquet, pour savoir quels étaient les empêchements des femmes de la pratique sportive. Donc premier empêchement, dès le départ, eh bien, c'est le collège, hein, le sexisme, ce qu'on a aussi souligné ce matin, la question du vestiaire, la question des moqueries des garçons, la question de l'indifférence de certains professeurs de sport, qui s'intéressent plus aux garçons qu'aux filles. Et quand ce sont des professeurs femmes, elles sont souvent dans une optique à dire aux filles, allez les filles, il faut secouer, il faut, etc. Donc avec une difficulté, hein,
c'est beaucoup plus compliqué encore d'être un peu gros, un peu maigre, ou un peu petit, un peu grand quand on est une fille que quand on est un garçon. Et puis toute la question de l'apparence, hein, le short, le maillot, la douche, etc. Toutes sortes de choses, il y a un décrochage du sport qui commence au collège. Donc dans un deuxième temps, décrochage, eh bien c'est évidemment la vie familiale et surtout la maternité. Hein. Donc là, le sport est proposé à 5h, 7h, voilà, l'heure où on s'occupe des enfants, ou bien le week-end, hein, et donc ça devient difficile de faire du sport. Et il y a des effets mécaniques, et bien finalement, plus les femmes décrochent du sport, moins il y a d'offres sportives spécialisées pour elles, puisque les offres sont séparées. Et donc une basketteuse qui joue à un bon niveau dans une ville, elle arrive dans une autre ville, elle ne trouve pas l'équipe de son niveau, ou il faut qu'elle aille très très loin, donc elle abandonne, alors que l'offre sportive à direction des hommes est beaucoup plus importante, et donc les hommes trouvent beaucoup plus facilement du temps pour faire du sport et surtout des équipements subventionnés. Alors c'est assez intéressant aussi, c'est que les statistiques disent aussi, hein, nationales et européennes, que les femmes ont rattrapé en pratique sportive les pratiques des hommes. Parce qu'elles pratiquent effectivement soit en temps libre, en pratique libre, dans la ville, course, etc., soit dans des pratiques payantes, fitness, natation, etc. Donc là, on retrouve aussi les constantes classiques, c'est-à-dire que l'ensemble des ressources publiques est accaparé par les hommes pour des loisirs gratuits, mais les femmes font autant de sport que les hommes, mais elles payent leur sport, hein, et quand elles le font en libre dans la ville, il faut qu'elles soient sur leur garde, à cause effectivement des possibilités de mauvaises rencontres, avec du sexisme ou du harcèlement de rue. Donc là, on voit vraiment, à travers ce budget genré, une véritable injustice, une discrimination des femmes en sport, et on voit bien derrière que, voilà, moi je crois à la théorie du complot, hein, vous savez, bien sûr. Et les gens disent qu'il ne faut pas croire à la théorie du complot, mais il y a véritablement des politiques qui sont faites pour les hommes, et on n'est pas tellement enclin, hein, dans une société patriarcale, à ce que les femmes fassent du sport. D'abord, elles risqueraient de devenir musclées, c'est moche, et puis en plus, elles n'auraient plus le temps de s'occuper de leurs enfants, ça c'est quand même très embêtant. Et donc là, on voit bien quelque part que cette... tout est comme si les chiffres, on pourrait très bien les interpréter au pied de la lettre, comme s'il y avait finalement, ces empêchements étaient bien pratiques finalement. Il y avait un président de club sportif qui me disait « Mais monsieur Raybaud, on n'a déjà pas assez de terrain pour nos jeunes, comment voulez-vous qu'on trouve des terrains pour les filles ?» Voilà. Donc c'est le type de raisonnement que vous pouvez retrouver si vous questionnez. Voilà. Alors, ces conséquences, et les conséquences géographiques, hein, donc là aussi, c'est la deuxième partie de mon exposé. Oui, c'est ça, j'ai 10 minutes. L'infériorisation des femmes dans le sport, hein, c'est pareil dans la culture, dans les loisirs, prépare leur retrait dans l'espace public. Hein. Bon, d'une part, discrimination budgétaire. Si vous êtes une fille, vous aimez bien le sport, ben vous voyez bien que partout, il y a des archipels de lieux où les garçons font du sport, mais il n'y a pas vraiment de lieu, hein, qui soit où on indique en disant « c'est pour toi ». C'est pour ça que la discussion de ce matin sur faut-il faire un jour non mixte au skatepark et au terrain de basket est très intéressante. Parce que le jour où il y aura des appels en disant voilà, mardi c'est pour toi, eh bien peut-être il y a plus de filles qui iraient, mais pour l'instant, ça ne se passe pas. Valorisation des pratiques masculines, hein, toujours le muscle et le risque, hein, c'est-à-dire qu'une fille, si tu veux faire du sport, quand tu es une fille, si tu veux aller dans l'endroit où ça se passe, hein, qu'on regarde avec envie depuis l'adolescence, qui est le skatepark, eh bien il ne faut pas avoir peur d'avoir des bleus aux genoux, de se faire mal, de se bousculer, voilà, il faut être... Hein, donc là aussi, c'est aussi quelquefois le spectacle des cultures masculines qui est séduisant. Hein, Pierre Bourdieu parle de l'enchantement de la domination masculine, on le regarde avec envie, mais pour y aller, il faut avoir pris l'habitude de même pas peur, même pas mal, de ne pas pleurer quand on tombe, et puis après de travailler son corps, hein, pour être un corps dominant, percutant, dominateur. Hein, et donc là, bon, l'éducation des petits garçons, elle est prête à ça. Et pour les filles, du coup, ça demande un effort supplémentaire pour y aller. Et quand elles y vont, c'est à leur risque et péril. On est dans une régression terrifiante avec le tout sport et le tout football, avec cette séparation. Et cette séparation, elle est catastrophique pour les futures mixités dans la ville. Voilà, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu plus long que prévu et j'ai fini mon intervention. Ce qu'on vous propose là, c'était un petit temps, alors on a identifié comme table ronde. L'idée c'est que vous puissiez en fait avoir le retour de ce qu'avaient retenu sur chacun des sites les porteurs de projets. Donc vous reconnaissez les porteurs de projets de visite de ce matin. Et en fait on leur a demandé de se prêter encore à l'exercice cet après-midi pour faire part au groupe en entier
des éléments qu'ils ont retenus de la matinée ou qui souhaitent réengager à l'avenir. En 5 minutes, top chrono. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des éléments un peu flash comme ça qu'ils retiendraient et que nous, on retiendrait aussi. Et proposer à Yves de réagir à propos de ce qu'il entend, site par site. Donc l'idée, c'est de faire un espèce de ping-pong, 5 minutes d'un porteur de projet, 5 minutes, une réaction livrée, bon, et ainsi de suite. Et à l'issue de ce temps-là, de proposer un temps d'échange avec la salle. On a une contrainte horaire parce que Yves doit partir pour prendre son train, qui ne sera pas amené celui-là, c'est sûr. Donc voilà, on préfère se conserver le temps de ping-pong et ensuite d'avoir un temps d'échange avec la salle, sachant que si Yves doit partir, les autres porteurs de projet seront là pour réagir et répondre. Ça va ? Du coup, avant de vraiment rentrer dans le vif, je voulais quand même vous présenter rapidement qui sont les personnes que vous avez en face de vous. Donc, par ordre d'apparition à droite. Donc, Céline Coste, qui est coordinatrice des Big Bang Ballers. Donc, vous l'avez vu sur la visite de site numéro 3 sur la visite du skatepark. Voilà. À sa gauche, donc David Berthet, qui est responsable du service activités sportives à la ville de Grenoble. Donc là, c'était sur la visite numéro 4 sur la ville neuve, autour d'un équipement sportif en construction qui s'appelle Jean-Philippe Motte. À sa droite, donc Céline Chaumat, qui est chef de projet gestion urbaine et sociale de proximité, qui coordonne l'ensemble de la GVSP à l'échelle de la ville de Grenoble, et qui était présente sur la visite numéro 1 sur Mistral. Et enfin, Céline Puig, donc, qui est en charge notamment de la lutte contre les discriminations à la ville de Pont-de-Claix et qui était sur la visite numéro 2 sur les espaces publics destinés aux loisirs des enfants, notamment la cour de récréation de l'école. Et Yves, que je ne vous représente pas. Donc, à voir, est-ce que déjà l'un ou l'une d'entre vous souhaite prendre la parole en premier ou est-ce qu'on fait par ordre d'apparition Si un volontaire parmi vous, allez-y. Sinon, Céline, est-ce que tu te sens prendre la parole en premier? Si, oui. Non? Si, ça me dérange pas. Ok. Donc, 5 minutes où tu nous dis un peu ce que tu as retenu des échanges de ce matin. Bonjour à tous. Du coup, donc nous, à la Bifurque, simplement pour vous représenter le contexte, il y a 2 terrains de basket, en fait des demi-terrains de basket, des terrains de streetball qui ont été construits il y a 2 ans. Et il y a aussi un skatepark qui est à l'intérieur du bâtiment, donc peut-être certains d'entre vous connaissent, d'autres non. Donc toute la problématique tournait autour des usages de ces 2 lieux et donc de comment continuer l'aménagement, en tout cas pour les terrains de basket, l'aménagement du lieu, parce que c'est pour l'instant complètement brut, il y a les terrains et les paniers, c'est tout. Et puis comment les animer ou les utiliser mieux pour améliorer les pratiques féminines et masculines et mixtes. Donc pour ça, nous on a déjà exposé un peu tous les programmes qu'on a, l'association du skatepark et nous, Big Bang Ballers, autour de ces pratiques mixtes ou genrées. Et donc, nous, je vais parler vraiment que pour les terrains de basket parce que je ne connais pas assez le skatepark et mon collègue du skatepark n'a pas pu venir cet après-midi. Mais du coup, nous, donc on a un programme qui s'appelle Ramène ta copine, entre autres, et qui a pour but de faire se réapproprier une pratique sportive ou découvrir ou redécouvrir une pratique sportive à des jeunes filles qui, comme l'a dit tout à l'heure Yves Rébeau, décrochent du sport à un moment, souvent à l'adolescence, et derrière, on les retrouve plus sur les espaces publics pour jouer au basket ou pour faire du sport sur leur temps libre. Donc nous, on essaie de redonner un peu goût à cette pratique, d'abord par un sas de non-mixité, donc où on propose des activités que pour les filles, pour leur faire redécouvrir une pratique. Alors des fois c'est le basket, des fois c'est d'autres jeux, parce qu'effectivement des jeux, il y en a beaucoup, des jeux sportifs collectifs. Nous on travaille avec les CMA notamment, où du coup on a un peu ce lien avec l'éducation populaire et voilà, pour aussi remettre à niveau tout le monde et qu'il n'y ait pas que du foot où les garçons dominent et les filles sont en dessous. C'est caricatural, mais bon. Et donc par rapport au terrain, nous on s'en sert pour faire revenir des filles et pour améliorer le taux de pratique, on va dire, des filles sur ce terrain.
mais on voit au quotidien qu'il n'y a que des garçons qui viennent, quasiment. Il y a très très peu de filles qui viennent, et quand elles viennent, c'est parce que c'est des petites et elles viennent en famille, avec les parents, mais des filles qui viennent d'elles-mêmes régulièrement, on doit en avoir 2 qui viennent à la Bifurque jouer et qu'on voit une fois toutes les 2 semaines, mais pas bien plus, alors qu'il y a des garçons qu'on voit tous les jours. Donc voilà, après pour faire rapidement un tour des idées qui ont été évoquées pour aménager mieux ou améliorer l'utilisation, il y a notamment tout ce qui est travailler tout ce qui est visuel sur les terrains, donc refaire le mur qui est derrière les paniers, qui est graffé, où pour l'instant c'est pas du tout représentatif des activités qui se font à côté, ni du skatepark ni du basket, et puis donc peut-être refaire faire quelque chose dans ce sens-là, et le faire faire par des filles, peut-être pour que ce soit un peu plus, je sais pas comment dire, que ce soit identifié, enfin que les filles puissent s'identifier à ça plus facilement. Ça, faire aussi en commun avec l'association du skatepark une zone d'affichage de nos programmes, des actions qui sont faites pour des actions mixtes ou non mixtes, pour pouvoir vraiment communiquer avec tout le monde. Par rapport au parc Flaubert aussi, peut-être afficher mieux la présence du skatepark et des terrains de basket, parce que le terrain de basket on le voit de l'extérieur, mais le skatepark on ne le voit pas, et il y a beaucoup de gens, beaucoup de Grenoblois qui passent tous les jours par l'autoroute à vélo là, qui traversent le parc mais qui ne savent pas qu'il y a un skatepark à 50 mètres d'eux. Voilà. Ensuite, peut-être faire aussi des moments de pratique réservés pour des filles. Faire un soir dans la semaine réservé aux filles. C'est un sujet qui peut se discuter beaucoup parce que ça a ses pour et ses contre. Donc voilà, autant pour le skatepark que pour nous. Dans le skatepark, tous les temps sont mixtes. Il n'y a pas de temps réservé aux filles. Les cours et les sessions libres sont entièrement mixtes pour information. On arrive au terme de 5 minutes. D'accord, je vais passer la parole. Il y a beaucoup de choses. Il y avait une idée peut-être encore Si, essayer de faire venir des filles qui pratiquent déjà le basket dans des clubs, qui peuvent jouer un peu un rôle modèle, pour que quand il y a des filles qui veulent venir, qu'elles voient déjà des filles qui sont là, et qu'elles sachent qu'elles aussi ont le droit d'y aller, et qu'elles ne sont pas cantonnées autour. Par rapport à l'aménagement aussi, dernière chose du coup, il a été évoqué l'idée de mettre des bancs, des tribunes pour pouvoir s'installer autour du terrain, mais en faisant attention à ce que ça ne devienne pas une arène, avec les garçons qui jouent et les filles qui regardent. Donc voilà, ça c'est à discuter parce que pourtant ça serait une très bonne chose qu'il y ait des endroits pour se poser autour, mais il faut y faire attention et comment on les installe. Voilà, merci. Bravo, merci. Yves, une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, et puis vous y étiez aussi. Oui, après, moi je ne vais pas faire la science parce que vous avez tellement d'engagement sur votre terrain, vous et votre collègue, j'ai trouvé ça formidable. Et puis je pense que vraiment, vous nous avez montré à quel point vous étiez conscient de ces difficultés. Et votre collègue là, du skatepark disait qu'il était allé aussi à Malmö en Suède pour voir comment ça fonctionnait. Et je pense qu'il y a un challenge sur ce lieu qui serait effectivement de dire tiens, on va atteindre 50% de mixité. Et donc après, ne pas se dire c'est pas possible, mais après essayer de voir toutes les manières dont on peut le faire. Ce qui m'a frappé dans ce lieu aussi, c'est son esthétique, qui est une très belle esthétique agressive, mais qui est vraiment une esthétique masculine, donc avec les graphes, le local en noir et rouge, les références qu'il faut, on l'a dit aussi dans la salle. Aussi, votre ami me disait qu'il y avait aussi de la musique techno. Donc on voit aussi quand même un lieu qui peut-être il faudrait faire diagnostiquer par les filles pour dire est-ce que ça vous plaît comme ça, comment est-ce que vous aimeriez l'aménager, et puis arriver à convaincre les anciens pour qui c'était, disons, dans les tripes, ce lieu alternatif, et donc à créer quelque chose qu'il faudrait modifier pour l'ouvrir. Et puis il y a eu une réflexion très intéressante ce matin sur la liaison avec le quartier, c'est-à-dire que maintenant il va y avoir des nouveaux immeubles, il y a la piste cyclable, et donc comment faire pour que ce lieu aussi esthétiquement il se branche sur le quartier, de façon à ce qu'il apparaisse comme sécurisant, parce que je ne sais pas quelle réputation il a, mais il a une très bonne réputation auprès des jeunes, mais peut-être pour les parents, pour les gens qui habitent autour, il n'a pas une si bonne réputation que ça. Donc peut-être il y a aussi une réflexion sur le branchement sur le quartier. Et moi je fais le pari que votre équipement il va être exemplaire dans quelques années, parce que vous êtes bien plus en avance que les lieux que j'ai vus ailleurs pour l'instant. Enfin, sur les skateparks, il y a quand même des initiatives internationales sur la mixité. Voilà.
Ça vous va comme commentaire ou... Et après, je ne voudrais pas distribuer les bons points, ouais, c'est pas mal ce que j'ai observé, hein, je veux dire, c'était... Voilà. Donc le retour sur Villeneuve, équipement sportif. David. C'est ça. Donc bonjour. Donc nous, la direction des sports, on a pour projet la reconstruction d'un centre sportif qui est pas très loin, qui est à la Villeneuve, qui s'appelle le centre sportif Jean-Philippe Motte. L'idée, pour le coup, c'est de ne pas travailler sur l'aménagement du centre sportif parce qu'il est déjà créé et l'étude programmatique est assez ancienne. Mais l'idée est de travailler sur l'usage pour qu'un public féminin s'empare aussi de cet équipement. Je dis aussi parce que notre entrée, c'est le travail sur la mixité. Donc ce matin, ça a donné lieu à quand même beaucoup d'échanges avec des choses, de mon point de vue, assez intéressantes, notamment en matière de méthodologie. Puisque nous, on a la faiblesse en tant que service de la ville de toujours travailler entre nos quatre murs et de ne pas suffisamment s'ouvrir. Donc là, moi, ce que j'ai retenu notamment, c'est que du fait de son implantation géographique dans un quartier en politique de la ville, en tout cas à l'intersection de 3 quartiers en politique de la ville, il fallait absolument aussi pour travailler à la mixité, et bien échanger avec les acteurs de terrain qui sont confrontés pas forcément à la thématique sport, mais qui sont confrontés aussi aux problématiques de féminisation de leurs actions. Également un écueil à éviter, c'est en fait de créer un pôle finalement de sport féminin en déshabillant un autre pôle. Je m'explique. Imaginons, nous à Grenoble, on a des associations comme les Big Bang par exemple, qui travaillent beaucoup sur la question du genre dans un lieu qui est déjà bien identifié et bien déterminé. Il ne s'agira pas là de les enlever de ce lieu-là pour les mettre dans un nouveau lieu, mais c'est bien l'idée de créer quelque chose de nouveau autour du sport et de la mixité du sport. Voilà. On a aussi un gros travail, alors qu'on fait au quotidien avec nos éducateurs, un gros travail sur la mixité du sport à l'école élémentaire. Parce qu'on a vu tout à l'heure que la cour d'école, c'était quelque chose quand même qui était très approprié par les garçons. On a la chance, quand on est dans une pratique sportive institutionnalisée, comme les cours d'éducation physique, a priori en tout cas, la place des filles et des garçons est la même, puisque ce sont des élèves de l'école et qui sont pris en charge par les éducateurs et les enseignants de la même manière. En tout cas, ça c'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que j'ai mis aussi donc ça c'est toute la question de l'éducation. Donc du coup voilà, ça génère chez nous une réflexion sur les catégories d'âge aussi qu'on veut accueillir au sein du centre sportif, et notamment avec pour l'instant un gros travail qui est entamé auprès des associations pour qu'elles viennent créer des écoles de basket, écoles de handball, etc. En tout cas des activités qui sont destinées à une catégorie de sportifs plutôt jeunes, 6-12 ans par exemple, puisqu'on sait que à la fois c'est le temps où les stéréotypes s'ancrent de manière très forte dans la tête, et en même temps c'est l'âge où on n'a pas encore trop de problématiques de genre. Alors on a demandé à l'Agence pour l'éducation par le sport de nous faire une enquête en 2016, et une des conclusions de cette enquête est la même qu'on a vu projeter, c'est-à-dire que l'âge charnière c'est environ 12 ans, c'est-à-dire le passage à la 6e. On voit qu'il y a un vrai décrochage sportif chez les filles particulièrement. Donc travailler sur des publics un peu plus jeunes, c'est bien. Et puis, dernier élément, pour se raccrocher à la thématique de l'espace public, c'est vraiment une chose que nous, on n'avait pas du tout envisagé et qui est ressortie ce matin, c'est de travailler sur les abords du gymnase pour éviter les regroupements de garçons, les regroupements devant le gymnase qui pourraient faire peur aux filles et du coup les faire partir, en tout cas ne pas les faire revenir. Voilà. Oui, moi je n'ai pas assisté
assisté à cette visite. Je pense qu'il y a deux éléments. Ce que vous disiez sur les abords est très important, ce qu'on retrouve dans les enquêtes qu'on a fait dans plusieurs villes, c'est-à-dire de travailler, mais là on peut le faire avec des groupes d'experts, de sportives, mais aussi d'usagères, et puis de travailler par des marches exploratoires pour voir la question des éclairages, la question des aménités, des vestiaires, des toilettes, des couleurs de peinture, surtout quand on crée un équipement sportif. Et on a fait ça à Bordeaux avec l'adjointe au maire au sport sur la salle des sports, et du coup c'est une architecte femme qui a été choisie, donc c'était délibéré, et tout un travail a été fait avec les sportives sur les aménagements, et notamment il y a toute une discussion sur les toilettes mixtes, non mixtes, etc. Voilà, donc, je ne vous donne pas les détails. Et ensuite, il y a aussi le fait que dans cette salle, la mairie a décidé de mettre une équipe Fagnon, qui était l'équipe A de volleyball, de façon qui avait cette salle type de façon à créer un équipement mixte, mais qui avait quelque part une conception favorable, qui rééquilibrait. Voilà. Donc je pensais à ces suggestions sur cet équipement, à travailler avec l'architecte, notamment sur le design. Moi je trouve ça très intéressant, les éclairages, les abords, comme vous disiez, parce que c'est le propre aussi des équipements sportifs. Très vite les garçons s'en emparent et donc créent leur propre marque. Voilà, donc c'est comme on peut voir au skatepark, quoi. Mais c'est normal, je veux dire. Et que si on veut faire revenir en arrière dessus, c'est mieux au début de pouvoir concevoir un design qui soit dans des couleurs, dans des approches, dans des éclairages, qui soit doux pour tout le monde. Céline, tu enchaînes sur la visite de Mistral. Bonjour, nous on était ce matin à Mistral, donc dans un espace vert qui pour l'instant n'est pas du tout aménagé et pas du tout utilisé, enclavé entre des barres d'immeubles. Et la question qu'on s'est posée ce matin, c'était comment construire un aménagement et ou une animation qui permette l'appropriation de tous, et en particulier l'appropriation par les jeunes filles. Donc on est parti sur plusieurs axes de travail. Aujourd'hui, on est en train de mener une concertation sur cet espace pour voir ce dont les habitants ont envie. Et on s'est dit qu'il fallait peut-être qu'on profite de la rencontre qu'on a eue ce matin pour recentrer la question autour du genre. Donc il y aura une restitution qui sera faite avec les habitants le 13 juillet de toutes les conclusions qui auront été tirées par rapport à cette première concertation. Et à partir de cette restitution le 13 juillet, il serait intéressant peut-être de former un comité de personnes qui seraient prêtes à s'engager sur le travail de la concertation, plus en intégrant la question des jeunes filles. Il serait intéressant de travailler avec des supports peut-être plus ludiques, comme la vidéo, avec des aménagements éphémères, comme on peut les voir là, et peut-être qui toucheraient plus les jeunes filles, trouver des aménagements qui puissent toucher plus les jeunes filles. Créer des groupes de jeunes filles pour travailler, donc créer des groupes de jeunes filles avec les partenaires qu'on a autour de Mistral. Donc à la fois les partenaires associatifs qui travaillent déjà sur ce quartier, et puis aussi avec des associations, car il y a deux locaux associatifs qui vont être implantés autour de la prairie, et réfléchir peut-être à mettre des associations qui soient locales ou au contraire plus larges, et qui intégreraient cette question de genre dans leur pratique quotidienne. Donc peut-être on pensait à des associations qui font du théâtre, de la danse, de la gym, de façon à pouvoir toucher un public plus large. Voilà. On pensait aussi au jardin partagé, à des activités qui puissent concerner les jeunes filles. C'est compliqué parce que je repasse toujours après, donc c'est comme si... Non, ce que là où je trouve intéressant, c'est que c'est pas un équipement sportif, c'est un équipement généraliste. Et moi, je pense qu'on est revenu très en arrière sur le soutien qu'on avait aux associations de théâtre, danse, arts plastiques, toutes ces activités qui effectivement concernent une majorité d'enfants, qui ne sont pas tous taillés comme des athlètes. Plus on offre des possibilités comme ça, et plus chacun peut trouver sa place. Et moi, ça, c'est vraiment essentiel.
vous avez raison aussi de dire genre, parce qu'on pense toujours à égalité filles-garçons, mais faut penser aussi à la lutte contre LGBT-phobie aussi, pouvoir valoriser des lieux où des garçons puissent s'exprimer par le théâtre, la musique, sans honte, hein, et au contraire en les valorisant, hein, c'est-à-dire valoriser de nouveaux rôles masculins. Hein, de champion de théâtre, de musique et d'art plastique, ce serait formidable. Hein, et du coup, ça légitimerait le fait qu'on fasse la promotion de filles skateuses, basketteuses, etc. Et du coup, aller aussi dans l'autre sens, hein, de promouvoir, d'admirer, de faire valoir des garçons avec des performances. On sait que c'était un artiste, je pensais à Cadmerade, il a commencé à faire du théâtre dans une MJC, hein, je dirais. Donc là aussi, heureusement, dans sa Seine-Saint-Denis, il y avait des MJC à côté de chez lui. Sinon, il aurait fait du foot, il aurait peut-être été mauvais joueur de foot. Il aurait fait rire tout le monde sur le terrain. Et donc, je vois aussi, c'est ce qu'il y avait aussi dans l'éducation populaire. Hein. Moi, je trouve que ça, c'est aussi très important de relancer tout ça, à mon sens. Bonjour, donc nous on était sur le site de Pont-de-Clé, sur le quartier précisément des Îles de Mars. Sur ce quartier, il y a un réaménagement, que ce soit sur le bâti ou sur les espaces publics, qui est en cours depuis quelques années. Et on arrive maintenant au stade du réaménagement des espaces de loisirs. Et en parallèle de ça, sur l'école des Îles de Mars, l'école élémentaire, il y avait une volonté de l'équipe enseignante de travailler sur un projet d'égalité filles-garçons. Et ils ont travaillé toute l'année à sensibiliser les enfants à travers la culture, le sport, le théâtre, plein de supports, à les sensibiliser. Et à partir d'octobre, on travaillera avec eux, on les accompagne pour un projet d'égalité, de favoriser l'égalité dans la cour de récréation. L'idée étant de profiter aussi de ce projet au sein de l'école, dans la cour de récré, qui est un espace public mais contraint, que tout le travail qui sera fait auprès des enfants, comment on peut le tirer à une réflexion sur l'espace public en bas des habitations de ces écoles. Donc pour une petite mise en jambe directement dans la matinée, on a invité tous les participants à aller observer les enfants dans la cour de récré. Et à notre surprise d'ailleurs, on a trouvé qu'il n'y avait pas tant de non-mixité que ça, mais en tout cas on n'avait pas cette impression. Donc on l'explique par plusieurs, même si on n'a pas beaucoup travaillé la question en profondeur, hein, mais on l'explique par différentes choses. La première, c'est que ça fait quand même 1 an que les enfants sont sensibilisés. La deuxième, c'est que les profs ont déjà mis des petites choses en place, comme on le disait tout à l'heure, notamment faire tourner les niveaux sur le foot, sur des jeux de ballon, etc. Et puis aussi qu'il n'y avait pas toutes les classes qui étaient présentes. Il nous manquait les CP et c'était le tour des CP qui jouaient au football aujourd'hui. Et du coup, on n'a pas vu le football et on n'a pas vu, du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait personne presque au milieu de la cour. Voilà, donc s'il n'y a pas les gens qui doivent jouer au football, les autres ne prennent pas la place. Bon voilà, ça c'était la petite mise en jambe dans la cour. Et puis après, en exposant le projet, alors nous on n'en est pas à un projet où on arrive, on est déjà dans les aménagements ou dans les animations, on est vraiment au tout début de la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser... Voilà, donc on n'est pas sur des solutions, mais vraiment sur la réflexion, sur la méthode, etc. Donc en exposant le projet, j'ai interrogé des collègues des services de la mairie qui étaient présentes et j'ai retenu une remarque d'une de mes collègues qui disait que je lui posais la question qu'est-ce que ça implique pour vous qu'on vienne vous chercher sur cette question d'égalité. Et elle me disait que ça percutait vraiment les pratiques des collègues qui, de prime abord, tout de suite disent non, mais c'est pas ma priorité c'est le boulot du quotidien. Puis que finalement, ça engrange une réflexion et qu'ils ont quand même beaucoup de choses à dire, même si jusque-là, ils ne s'étaient jamais posé la question, le fait qu'on aille les interroger, ils ont beaucoup de choses à dire. Et puis du coup qui nécessite un accompagnement parce qu'une fois qu'ils ont les choses à dire, ils se disent comment je fais, comment je refais pas des stéréotypes dans ce que je vais essayer de mettre en place, etc. Donc il y a cette prise en compte de faire vraiment un accompagnement des personnes qui vont continuer d'accompagner les enfants. Et puis donc moi j'ai plutôt posé une question plus générale qui était comment on passe
de la prise de conscience à l'implication dans le projet. Voilà, parce que j'ai des collègues, des partenaires, que ce soit des associations, que ce soit des professeurs, que ce soit des services de la ville, enfin tous les acteurs qui peuvent travailler, que ce soit sur l'école ou sur l'espace public, ils ont commencé à prendre conscience, mais voilà, au quotidien, comment on fait pour y aller, comment on priorise, comment on y va. Et l'une des remarques que j'ai vraiment retenues, l'une des participantes a dit oui, mais je pense que les constats sont connus, mais y a-t-il vraiment conscience des problèmes que ça pose? C'est-à-dire qu'on sait, voilà, on sait que les filles ne sont pas là, on sait que les filles sont sur les bords de... Mais vraiment, est-ce que ça pose vraiment un problème? Et effectivement, je pense que, en tout cas moi, dans ma pratique, j'insiste pas assez sur les problèmes que ça pose réellement. Et donc je vais aller un peu plus loin là-dessus la prochaine fois enfin toutes les prochaines fois, je vais en parler avec des partenaires. Et dans les solutions proposées, donc il y avait vraiment cette importance de faire un diagnostic partagé, d'une part pour identifier les besoins, bien sûr, mais pareil, quelque chose que je ne pratiquais pas spécialement, de faire percevoir à chacun des acteurs la plus-value que ça peut lui amener. L'exemple qui avait été donné tout simplement de dire pourquoi travailler l'égalité filles-garçons dans la cour de récré. La plus-value, ça peut être aussi moins de gestion de conflits tout simplement entre les élèves. Déjà, si eux ne voient pas l'intérêt de travailler l'égalité, ça peut être cet intérêt-là de travailler, du coup d'aller essayer d'identifier toutes les plus-values pour chacun. Parce que évidemment, si on est un architecte ou si on est un prof ou si on n'a pas tous les mêmes plus-values à trouver, mais en tout cas essayer d'identifier ces plus-values-là pour chacun des acteurs. Et du coup, ça redonne aussi du sens à chacun dans son travail et ça permet qu'il s'implique un peu plus. Et l'autre point fort qui revenait souvent dans ce qui a été dit, c'était l'importance, l'importance de vivre ensemble les expériences, c'est-à-dire diagnostic partagé, mais par l'expérience, pas juste discussion autour de la table, mais d'aller sur le terrain, où là, l'observation sur la cour de récré, c'était vraiment émotionnellement d'être là, de partager ça avec les enfants, de partager ça ensemble, c'était important. Et puis, pour faire rapide, l'importance du portage politique, voilà, d'impliquer tous les élus et pas seulement l'élu chargé de l'égalité. Et du fait que si tous les politiques sont impliqués, forcément il y a une commande explicite. S'il y a une commande explicite, forcément il y a un cahier des charges qui est plus clair et du coup ça aide aussi à mettre en place ces choses. Oui, alors très brièvement, oui. Je vais revenir sur la cour de récréation, c'est-à-dire que là, c'est comme un traîner de poudre. Tout le monde se rend compte que la cour de récréation, ça ne fonctionne pas. Mais les architectes continuent à construire des terrains au milieu. Alors en 2 minutes, Edith Mavajous avait travaillé sur cette école de Mont-de-Marsan et les instituteurs étaient convaincus qu'il ne fallait pas de terrain au milieu de la cour. Parce que, donc, la cour comme l'école était rénovée, l'architecte a fait un terrain au milieu de la cour. Alors ils ont dit à la réunion, on n'en veut pas. On vous explique pourquoi. Et donc la fois d'après, il avait pris des modifications, il avait laissé le terrain. Et les instituteurs ont dit, mais non, on n'en veut pas de ce terrain, on a un autre projet pédagogique. Alors la fois d'après, il est revenu avec le maire, qui a grondé les enseignants en leur disant, écoutez, on vous fait une belle école toute neuve, vous n'allez pas râler tout le temps, etc. Et les instituteurs ont dit, mais on ne veut pas de ce terrain. Et l'architecte disait, mais quand même, moi, quand j'étais enfant, il avait rajouté des bancs autour, justement en disant, mais puisqu'il est compris que les filles pouvaient pas jouer sur le terrain, quand j'étais enfant, j'aurais rêvé d'avoir un terrain comme ça. Et vous voyez comment, ça c'est que, comme cette question d'aveuglement est proprement stupéfiante, elle fait qu'il y a une espèce de routine qui s'installe. Et puis après, oui, je pense qu'il y a aussi des beaux exemples, je n'ai pas le temps de vous en parler trop, d'architecture au Japon, en Suède, avec des écoles. Au Japon, je revois une école où il y a une espèce d'immense piste où les enfants courent avec des arbres au mi-étage. Ensuite, toutes les classes sont en bas avec des baies vitrées. Et puis il y a un espace court où les enfants, quand les enfants sont avec une classe, ils sont au milieu. Enfin, il y a des architectures tout à fait extraordinaires où on peut inventer des modules qui soient basés sur la participation. Et là, nos architectes de l'éducation scolaire, ils ont un manque total d'imagination. Enfin, ils n'ont pas de pensée pédagogique. C'est terrible ça. Donc, ils ont la pensée de la norme, c'est-à-dire incendie, nettoyer séparé filles-garçons, professeurs-élèves, etc. Enfin, des trucs
incroyable, je veux dire, sans aucune idée de ce qui peut se passer en réalité dans l'école. Et du coup, vous avez raison, il faudrait faire le plan de l'école avec les enfants, bien sûr, avec la petite fille du film, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis également, considérer aussi des choses, qu'il y a des choses qui sont des opérateurs de genre, le ballon qui envahit. Si on n'a pas beaucoup d'espace, eh bien c'est une calamité. Il faut supprimer le ballon, voilà, supprimer le terrain, le mettre optionnel, faire 2 jours par semaine sans ballon, hein, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a aussi des idées qui se font de plus en plus. Et puis sur l'idée aussi d'utiliser l'école comme lieu d'animation pour le quartier, c'est bien, mais à condition aussi de penser d'une façon polyvalente et que les enfants aient l'habitude de l'utiliser. Mais c'est tout un monde à inventer, mais ça bouge beaucoup ça par contre en ce moment. Mais on a quand même toujours ces architectes qui n'écoutent pas les gens. Voilà. Des architectes qui sont dans la salle. Il y a des architectes dans la salle. Avant d'engager un temps de discussion, de dernier échange entre la salle et vous, est-ce que vous, les porteurs de projet, vous avez, je sais pas, par rapport à l'expérience de ce matin, votre retour, des questions à poser à Yves tant qu'il est là et tant qu'il n'est pas encore parti, en tant que porteur de projet, ou ensuite on peut lancer aussi la discussion avec la salle. Les critiques, hein, évidemment. Oui, critiques. Moi je suis l'expert qui arrive de l'extérieur, alors vous bossez depuis des années sur... Non, s'il y avait des éléments par rapport à votre démarche qui vous semblaient intéressants à poser, il faut en profiter. Non, ça va? Du coup, la parole est à vous. Alors, il y avait Madame Mode et puis Géraldine. Non, j'avais une remarque générale par rapport à vos derniers propos et puis une remarque par rapport à juste pour ne pas oublier quand même bien qu'on est ici en bordure d'un quartier où Dieu sait que la pensée éducative a été interdisciplinaire et en particulier toute la question des espaces et de l'école, école à air ouvert, etc. On voit aussi qu'on en est un peu revenu de cette ambition peut-être, que la société aussi a changé, qu'il y a des contraintes nouvelles qui sont parues, nécessité de clore un espace parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des scooters qui foncent au milieu du cours de récréation, même s'il n'y a pas de terrain de foot. Donc c'est très compliqué. Je pense quand même qu'il ne faut pas mettre dans le même panier tous les architectes, tous les concepteurs. Il y a aussi dans cette profession des gens intelligents qui sont capables de travailler avec d'autres. Donc il faut effectivement peut-être les repérer ici en France et ailleurs. Et puis par rapport à votre remarque, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout au démarrage. En fait, vous êtes allé un petit peu perpétuer, susciter, vous êtes allé vers les gens parce que spontanément il n'y avait pas une demande et vous n'avez pas craint d'aller vous titiller sur cette question. Je trouve que c'est intéressant dans toutes ces démarches. Il n'y a pas de quelque part de l'initiative un petit peu énervante ou qui pique au but. Voilà, ça ne marchera pas. Et c'est difficile, c'est exigeant, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis ça prend. Ça met du temps, mais ça prend. Géraldine et puis... Oui, moi je vais parler, je suis directrice de compagnie théâtre, ça s'appelle les Féroces. Et sur les pratiques, amateurs, on est du côté du poney, nous, puisque du coup on a beaucoup de filles et pas beaucoup de garçons. Mais du coup, quand on est dans la sphère professionnelle, par contre, dans le milieu grenoblois, tous les directeurs de compagnie et qui ont les financements du milieu grenoblois et national, on sait que là, on a beaucoup d'hommes en théâtre quand ils ont des responsabilités et les sous, mais dans la pratique amateur, c'est particulièrement des femmes. Et on est dans le champ artistique et du coup du loisir aussi. Et je ne me suis jamais positionnée sur le sportif. J'ai toujours considéré qu'on était des sphères séparées. Il y a les sportifs d'un côté qui font du sport, et nous on fait de l'art et de la politique. Mais là, tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi nous, on n'irait pas dans les mêmes espaces aussi? Et un gymnase, c'est modulable. Et nous, notre compagnie, on n'a pas de salle. On a des bureaux, par contre, voilà, on est en pépinière, mais on n'a pas de salle de répétition, on n'a pas de lieu de répétition fixe. Et on déconstruit les espaces des salles de classe, on enlève tous les bureaux, toutes les tables pour faire des séances de théâtre. On passe notre temps à être dans des salles polyvalentes, mais jamais dans les gymnases sportifs. Et moi, je me dis là, ça pourrait être super. On a besoin de quoi? De rideaux noirs, on a besoin de comment ça s'appelle, de vestiaires aussi pour des costumes, on a besoin de stocker du matériel.
Et moi, je suis jamais légitime sur mon stockage de matériel, mais les sportifs, par contre, eux, ils peuvent stocker tout leur matériel dans les gymnases, je m'aperçois. Et en fait, on pourrait aussi stocker des décors de théâtre, là où on stocke des stocks de ballons, et qu'un lieu commun où des gens ne se le réapproprient pas pareil, quoi. Ça veut dire que peut-être qu'après, ça créerait des transferts où ça donnerait envie parce qu'on est sur un lieu qu'on se réapproprie ensemble. C'est l'idée que là vient de me faire germer les échanges que je voulais partager avec vous. Un dernier tout petit truc. Tac, les vidéos, tout ça. Ouais, maintenant c'est possible en fait, je trouve ça fou. Ah oui, et par contre, dans les stades de France, enfin, par exemple, à un autre niveau énorme, ça on fait des concerts. En fait, dans un stade de foot au niveau national, c'est aussi que les stades, ils sont réappropriés par le champ culturel en fait à des moments. Donc pourquoi dans les petites structures, parce qu'on a besoin d'accueillir du public aussi, mais en fait dans toutes les pratiques sportives, vous accueillez du public. C'est une forme de spectacle également, quoi. Donc voilà, c'est... Une question ici, puis après monsieur. Alors oui, moi c'était juste un témoignage d'un projet qu'on avait mené dans un centre de loisirs avec, il y a quelques années de ça, quand il était question de réhabiliter le parc de la caserne de Beaune, et qu'on avait fait de l'observation avec la Maison des Jeux de Grenoble et le centre de loisirs, et donc les enfants, qu'on avait associé à l'observation de comment ils jouent, avec quoi ils jouent, et donc ce qu'ils aimeraient voir dans leur futur parc. Et c'était, ce qui ressort, c'est qu'on avait beaucoup mis en avant les verbes d'action. Eux, ils disaient, nous, ce qu'on aime, c'est glisser, enjamber. Et on avait donc ensuite élaboré une maquette. Et cette maquette, on l'avait faite passer aux concepteurs du parc, aux architectes. Et voilà, moi je retiens de cette expérience que finalement, ça avait été bien repris en compte, leurs souhaits, et ça n'avait pas été transformé sur la pratique sportive, mais bien sur l'aménagement en termes de cailloux, d'espace pour glisser, un aménagement de nature, quoi. Et moi, ça rejoint peut-être un petit peu aussi ce que je veux dire sur cette histoire des espaces sportifs, en fait. Voilà, quoi, il y a peut-être vraiment d'autres postures à avoir, quoi, que imaginer, voilà, ce qu'on s'est dit, du terrain sportif tel quel, quoi. Il y a vraiment, en partant là vraiment de ce que les enfants ont dit et des observations qu'on a pu faire, il y a des choses vraiment sympas qui ont été reprises sur la caserne de Beaune telle qu'elle est, quoi. Voilà. Juste un petit témoignage. Je vous invite, ça me fait écho, je vous invite à lire, il y a pas mal de littérature en ce moment sur la ville récréative et la ville sensorielle. On est un peu dans ces approches-là, mais qui croisent quand même, mais qui peuvent croiser des approches de genre. Voilà, c'était juste pour un petit écho. Le micro est arrivé. Oui, merci. Il faut faire attention que les architectes ne sont pas responsables de tous les maux de la société. Même si certains ont besoin de se ressourcer ou de se recycler, il ne faut quand même pas oublier que la plupart du temps, même toujours, ils répondent à une commande. Et la commande, c'est le maître d'ouvrage. Si le maître d'ouvrage a les idées un peu étriquées ou qu'il n'a pas le budget qu'il met en face, il a tendance à faire des commandes qui soient un peu aussi étriquées. Et l'architecte qui répond à côté, quelquefois, il est carrément exclu. Bon, enfin, c'est une parenthèse. C'est pas les responsables des mots. Quand on voit les dispositions qui sont prises pour le futur logement social sans architecte, on verra ce que ça va produire. Je rebondis sur les propos de David en disant qu'il faut qu'on pense un peu aux aménagements extérieurs, à la sécurisation des abords. Alors je ferai un parallèle avec le handicap. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir, quand on réfléchit pour le handicap, en fin de compte, c'est pour le bien-être de tout le monde, y compris pour ceux qui ne sont pas handicapés, ou qui pourraient se retrouver en situation de handicap, ne serait-ce que parce qu'ils ont un bébé dans les bras, ou s'ils ont des sacs à porter. Et là, je pense que c'est pareil, l'impression d'insécurité à la sortie d'un équipement, notamment avec les tranches horaires qui vont être de 8 à 10, de 6 à 8 et de 8 à 10, quand on sort l'hiver à 10 heures, là, qu'on soit homme ou femme,
on ne se sent pas forcément très bien s'il y a un groupe qui se balade. Alors on peut sortir en groupe, généralement c'est ce qui va se passer, mais bon, il y en a qui vont attendre le tram, d'autres qui vont rentrer à pied tout seul à Vigny-Musset. On ne se sent pas forcément très bien, même si on est un mec et qu'on n'a pas très peur. Donc je pense que c'est pas typiquement féminin, même si c'est exacerbé sur le côté féminin, c'est pour tout le monde. Est-ce qu'à ce stade-là, je sais pas, vous avez des réactions, des commentaires par rapport à ce que vous avez entendu? Oui. Juste par rapport du coup aux deux commentaires qui ont été faits sur le mélange du sport et de la culture, à la Bifurque, il y a beaucoup de... La Bifurque, c'est pas juste un skatepark et 2 terrains de basket, hein. C'est 12 associations qui sont en résidence là-bas. Il y a une asso qui fait des concerts, il y a une asso d'éducation populaire qui fait de la photo, de la peinture, enfin, il y a beaucoup de choses. Et mettre des gradins pour que les joueurs puissent s'installer pendant qu'ils attendent leur tour de jouer sur le terrain, joueurs, joueuses bien sûr, ou que les skateurs puissent s'amuser sur les modules, parce que ce sera des bancs qui sont skatables, c'est aussi peut-être accueillir du public pour faire un spectacle. Le week-end dernier, il y avait le GR4 à la Bifurque, il y avait la Spire qui était installée sur le terrain de basket, il y avait des gradins pour accueillir un plateau pour faire un spectacle de danse, enfin, c'était génial. Par contre, bon, je suis pas sûre que les gens qui ne connaissaient pas la Bifurque avant de venir pour le GR4 se soient rendus compte qu'ils étaient sur des terrains de basket, parce que les paniers avaient été démontés, pour des raisons pratiques, mais n'empêche que voilà, c'est pas évident. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites à la Bifurque dans ce sens-là, et on trouverait ça vraiment génial, et ça pourrait aussi amener beaucoup de mélange de genre, filles-garçons. Voilà. Après, quelque chose que David m'a rappelé, que j'ai oublié de redire tout à l'heure aussi, c'est que on organise en septembre à la Bifurque la journée finale de la semaine du sport féminin, qui va permettre à des assos de la ville en fait de proposer des initiations ou des démos d'activités physiques féminines ou mixtes à la Bifurque, et du coup de faire découvrir plein de pratiques. Et nous on va en profiter pour vraiment accentuer tout ce qu'on fait sur la promotion du basket à la Bifurque pour les filles. Et voilà, c'est un petit truc en plus, mais par contre je vous rejoins vraiment complètement. Sur la même thématique, ce que vous évoquiez sur la difficulté qu'on a d'accueillir le monde culturel dans les équipements sportifs, on a la même difficulté à l'inverse. Les équipements culturels ont du mal à s'envisager et se projeter dans une pratique sportive. Voilà. En fait, c'est très vrai. Je vais absolument pas essayer de vous convaincre que c'est normal. C'est juste que, enfin, maintenant, là, on commence à se dire que chacun de nos mondes ne sont pas si éloignés que ça, et que peut-être il y a des choses à construire ensemble. Nous, en tout cas, du côté sport, on l'a vraiment vécu depuis qu'on s'intéresse très fortement à la question du genre. Parce qu'en fait, la question du genre, c'est juste un élément, alors, important, voilà, mais un élément de la mixité des publics. Voilà. Il y a la mixité d'âge, l'intergénérationnel, il y a la mixité des pratiques, qu'elles soient sportives, culturelles. Et du coup, pour rebondir sur ce que Céline vient de dire, la journée qui va clore la semaine du sport féminin, on l'a voulu à la Bifurque pour plein de raisons. Il y a des raisons pratiques, mais il y a aussi une raison très forte. Ça nous a sauté aux yeux quand on a commencé à construire tout ça. C'est qu'en fait, c'est finalement le seul lieu à Grenoble où les pratiques culturelles et sportives se rencontrent à un moment donné. Et du coup, alors même si c'est un peu caricatural peut-être, cette journée sportive, elle va se clore par un concert. Et on a voulu absolument que les personnes qui allaient être sur scène étaient soit des filles, donc on n'a pas encore tout déterminé, soit des filles, soit un groupe mixte, à la condition, ça c'est une condition que l'opérateur, la ville de Grenoble, a posée, c'est qu'on ne voulait pas le groupe classique où tous les musiciens étaient des hommes et la chanteuse était une femme parce qu'elle avait une belle voix. Si on a un groupe mixte, ce sera un groupe avec, pourquoi pas, un chanteur et des musiciennes. Voilà. Donc on a beaucoup de boulot là-dessus. Voilà, on n'est pas franchement pas
exemplaire en la matière, mais il y a des choses qui bougent en ce moment et qui vont plutôt dans ce sens-là. Compte tenu de l'heure et des contraintes horaires d'Yves, je propose de lui donner la parole. Ça ne veut pas forcément dire s'il y a d'autres échanges après, mais avant ton départ, si tu as des réactions générales, même d'ambiance, de journée, de contenu, n'hésite pas. Non, c'est une journée formidable, très sympa. Et oui, je pensais que c'était bien, les cultures urbaines sont des cultures masculines, donc si effectivement on peut décliner, il faudrait réfléchir aussi au graphe, au hip-hop, enfin, essayer de voir à tout moment, avoir le réflexe de dire, c'est l'anamnèse, souviens-toi de ne pas oublier que nous sommes qu'entre hommes, quoi, je veux dire, et que du coup, nous, hommes, ça nous donne de la valeur. C'est-à-dire que si on est sur scène et qu'on n'est qu'entre mecs, je veux dire, ça a moins de valeur que si on est sur scène et qu'il y a aussi des artistes sur scène. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Et sur ces cultures urbaines, il y a vraiment un problème de culture urbaine, culture masculine, et ça vaut vraiment le coup. C'est très créatif et innovant de faire ça aussi, et puis de l'affirmer. Et je pense aussi, enfin, c'est ma petite idée aussi, c'est que c'est pas uniquement une question d'égalité femmes-hommes. Vous parliez aussi de finalement de toutes ces personnes qui disent finalement c'est comme ça, les filles elles préfèrent ça, les garçons ça. Mais on peut avoir aussi un projet politique. C'est pas parce que les gens veulent rester analphabètes qu'il ne faut pas leur apprendre à lire. Et avoir un projet de féminisme politique en disant qu'une société heureuse, c'est une société prospère, c'est ce que montrent les chiffres, c'est une société d'égalité. Les ambiances urbaines à Vienne, elles sont bonnes parce que depuis 15 ans, il y a des politiques d'égalité femmes-hommes dans les espaces publics. Et du coup, ça devient un vrai projet de société. Et du coup, on n'est pas là à se dire, tiens, on va faire un effort pour laisser la place aux filles. On dit, on fait un projet de société, on soit égalitaire. Après, moi, je pense aussi que chaque fois qu'on est dans des contextes d'égalité, eh bien, on a moins de discrimination par rapport aux personnes étrangères, par rapport au handicap, et que les endroits qui discriminent le plus, c'est les endroits où il n'y a que des mecs. Enfin, moi, je pense, y compris au point de vue du handicap. Puis un petit mot aussi sur l'architecture, juste parce que je ne veux pas vous retoquer, vous dites rien, mais je suis entièrement d'accord qu'il y a de beaux projets architecturaux, mais je ne pense pas que le sentiment d'insécurité soit le même pour les hommes que pour les femmes. Il y a ce problème de violence sexuelle qui est extrêmement importante. On sait que c'est ça qui est le fond de jeu du sentiment d'insécurité dans la ville, c'est la peur de l'agression sexuelle, et on a raison d'avoir peur de l'agression sexuelle puisqu'elle est permanente, et que l'agression sexuelle, la violence sexuelle, c'est l'art de la domination masculine, c'est ce qui permet aussi aux garçons de terroriser, ou les hommes, de terroriser à certains hommes la population de façon à s'approprier des espaces. Et on voit bien quand un groupe de garçons va s'approprier un espace, il le fait avec violence et il dispute son territoire. Donc je pense que cette question-là, c'est une question de genre, c'est une question de savoir si on construit des masculinités viriles et agressives ou si on construit de la mixité et de la tolérance. Et puis sur le théâtre aussi, bah oui, moi je pense que là, sur le skatepark, il doit y avoir des mises en scène fabuleuses à faire, avec des skateurs d'ailleurs, avec des hip-hoppers, hip-hoppeuses, je veux dire, il y aurait certainement des formes métissées à faire, mais les artistes ont beaucoup d'imagination. Pour décloisonner, c'est pareil pour la musique aussi, peut-être qu'il faudrait réfléchir à d'autres musiques, s'il y a d'autres influences, peut-être pas rester que toujours sur les cultures urbaines égales techno, par exemple, mais c'est dire qu'on peut avoir des musiques métisses, acoustiques, avec des instruments. Voilà, il y a tout un monde à inventer pour aller vers la mixité, qui ne soit pas simplement une mixité fille-garçon, mais aussi au-delà une mixité générale. Voilà, ça vous va? Merci. Bon retour, Yves. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez d'autres remarques, commentaires, questionnements? Non? Ah oui? Cécile? Bonjour, j'avais une question. Je suis chargée de mission égalité des droits à la ville de Grenoble. Par rapport à Mistral, au projet d'après-midi, on a parlé d'une concertation, mais j'ai pas compris avec qui elle avait déjà eu lieu, ou si c'était en projet, la concertation, avec la restitution du 13 juillet. Et le travail avec les groupes de jeunes filles, moi je trouve ça super, mais est-ce qu'on a pensé aux femmes plus âgées également qui pourraient réfléchir en non-mixité? Alors, la concertation, elle est en train de se faire effectivement depuis un mois sur une période relativement courte, donc puisque la restitution sera faite au mois de juillet.
Elle est faite pour le moment beaucoup avec, il y a beaucoup d'allées verts qui est fait en ce moment sur la prairie, il y a les associations partenaires comme le Plateau, comme les associations de marche sur Bachelard qui sont intégrées à cette concertation. Après, la question qu'on avait fait ressortir aujourd'hui, c'était effectivement en particulier intégrer les jeunes filles, parce qu'il y a un peu le double enjeu d'intégrer les jeunes qui ne sont pas toujours ceux qu'on arrive le mieux à faire participer au groupe de concertation, et puis à la fois du coup les filles. Mais effectivement, cette concertation, elle intègre aussi les femmes plus âgées, puisqu'il y a notamment le relais assistante maternelle et les mamans qui tous les jours vont au parc et aux jeux pour enfants qui ont été interrogés et qui compteront pour la suite dans cette concertation et ces groupes de travail. Voilà. Il est 16h30. On se proposait avec Anne-Laure de vous faire juste un petit point de conclusion perspective, parce que l'idée c'est de dire quand même que on a mangé pas mal de matière aujourd'hui. L'idée c'est de pouvoir la partager déjà entre nous, mais un peu plus largement au sein de nos deux réseaux, à la fois d'égalité femmes-hommes sur la métropole grenobloise et puis du centre de ressources GUSP. Donc du coup on vous mettra à disposition à la fois donc, ce qu'évoquait Anne-Laure en introduction, une bibliographie qu'on a un peu peaufinée, qu'on a un peu travaillé avec Yves Rebaud aussi pour vous donner des éléments, des articles de presse à des ouvrages un peu plus construits. Donc on vous mettra ça en partage. À partager également le PowerPoint d'Yves Rebaud. Donc on fera une page dédiée sur le site internet à la fois du centre de ressources et de la maison de l'égalité. On vous fera parvenir les liens pour accéder à tout ça. On vous mettra aussi la liste des participants, mais juste pour avoir en tête si vous avez envie de réseauter ou quoi, avec le nom, prénom, les fonctions, organismes, pas les coordonnées des gens, mais si vous avez besoin de coordonnées, vous revenez vers nous et puis on vous les donnera voilà, pour que vous puissiez vous mettre en réseau sur ces questions-là et puis avancer, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous voir aujourd'hui. Donc vous le savez, il y a une vidéo de la conférence d'Yves Rebaud brute qui sera aussi mise en ligne, et également les temps d'échange avec la table ronde, si vous souhaitez aussi diffuser autour de vous ou si ça fait matière à discuter auprès de vous. Voilà. Et puis, avec le collectif dont je vous parlais tout à l'heure, on était à l'initiative de cette journée, on fera sans doute un temps de bilan, perspective aussi pour savoir ce qu'on pourrait imaginer comme suite à donner, comme thème suite à donner. Mais si, entre-temps, vous avez aussi des idées pour creuser cette question de genre et d'espace public, vous n'hésitez pas non plus alors, à venir intégrer le petit groupe qu'on est, avec joie, mais aussi de nous dire si vous avez des sujets voilà, qui vous semblent intéressants, prioritaires sur le territoire à bosser. En fait, nous, on est toujours partants, comme les scouts, comme les Francas, les éclaireurs de France, les Seigneurs. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation à tous et à toutes. Merci au collectif pour l'organisation. Merci aux porteurs de projet de s'être prêtés à l'exercice de accueillir la visite de site d'une part, de l'organiser, et l'exercice de table ronde qui est quand même pas super évident non plus. Voilà. Et puis il reste beaucoup de choses à manger, on peut tout attendre. Donc nous vous invitons à ne pas gaspiller et à amener chez vous. Vous prenez des serviettes, vous partez avec des tranches de caisse. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, je vous invite à les mettre sur le côté ici, les unes sur les autres.